2002 à 2004, job aux States et baptême. Dans le char, le week-end, j'agueulais la chanson Damn It I Changed Again et Denial de Offspring, ayant les larmes aux yeux. C'est que la rupture avec l'école et mes amis était pénible. Je m'en suis voulu longtemps d'avoir quitté aussi drastiquement. Je me disais que j'avais laissé tomber mes amis quand ils avaient besoin de moi. Personne ne semblait comprendre à quel point je souffrais de ce changement drastique de vie. Aux States, je faisais les démarches pour avoir mon permis de conduire. J'avais échangé mon temporaire pour un vrai permis, car ça n'existe pas les temporaires là-bas. J'avais pris ma photo pour mon permis de travail, mon visa. J'ai continué l'école secondaire les vendredis seulement. Je suis allé finir à l'école aux adultes et j'ai fini en même temps que les autres avec mon diplôme d'études secondaires. Je n'ai pas été dans le bottin, je n'ai pas été dans le bal de finissant. Mon père et mon oncle n'avaient pas une bonne opinion de l'école. Ils voyaient ça comme une perte de temps et que c'était mieux d'enseigner un métier aux jeunes. Mon père prônait l'école de la vie. Robert disait par exemple « L'école, c'est secondaire et c'est juste pour les amis. » Mon père me disait en joke « T'es chanceux, t'as sauté toutes ces années pour te retrouver directement à l'université. » Je riais jaune. Dans ce temps-là, je disais que j'avais une double vie, celle aux États-Unis, sur la construction, et une autre avec les témoins, mais j'avais coupé le contact avec le monde extérieur de la secte. Notre premier job était à l'University of New England, à Biddeford. C'était mon père qui conduisait dans la nuit. Le réveil était brutal à 2h AM le lundi, à chaque lundi. Mon père cognait dans ma porte de chambre et m'appelait. Mon gate, le surnom que mes amis d'école m'appelaient. Laisse-moi te dire que j'avais aucune envie de mettre un faux sourire et je laissais savoir à mon père que j'étais pas content. Nous passions aux lignes à Jackman. Mon père voulait que je sorte mes papiers d'avance et ça m'énervait. Sitôt passé, je remettais ma tête sur mon pack-sac pour essayer de dormir. Des fois, j'écoutais de la musique dans mon Walkman CD. Nos shifts de job étaient de 6h AM à 6h PM du lundi au jeudi. Et le jeudi, c'est qu'on partait de bonne heure. Le travail était dur. Nous avions des breaks le matin vers 9h AM. Dans ce cas-ci, nous allions à la cafétéria du campus de l'université. La tune qui jouait à la radio était Puddle of Mud, Blurry. Et le vidéoclip de P.O.D. Alive et Youth of the Nation passait sur les écrans de la café. Nous étions au froid et à la pluie. Il fallait visser, trimballer, balayer, couper, etc. Toutes mes sens étaient assaillis. Les studs et la scie faisaient un bruit infernal. Je mettais des bouchons d'oreilles qui se salissaient. Papa me demandait de lui apporter des outils dont je ne savais pas les noms. De transporter les studs me faisait mal aux épaules. J'étais son helper sur le frame. L'outil principal de papa était la drill Makita, mais il shootait des clous au fast-track en criant « Fire » pour faire les murs extérieurs. Les murs intérieurs. La première fois que je l'ai vu travailler, il était dans un baker et installait des studs pour les murs extérieurs des fenêtres. Ça consistait à mesurer au galon, faire des lignes, mettre d'équerre, pincer, visser. La plupart du temps, dans le genre, papa disait que les masters avaient tout fucké. Il parlait en mal d'eux, ou de Jimmy, un autre Québécois, qu'il appelait un deux de pique. J'étais désillusionné, je ne connaissais pas ce côté de papa, et ça lui allait mal. Selon moi, les gars du chantier étaient grossiers et stupides, et les journées étaient pénibles et interminables. C'était qu'on arrivait avant tout le monde, et les autres corps de travail quittaient vers 3h PM, mais nous restions jusqu'à 6h. Un jour de ma chambre d'hôtel, d'autres travailleurs québécois m'avaient demandé si j'aimais la job. J'avais dit « mais hein » sarcastiquement, mais eux n'ont pas compris la joke, ils croyaient que j'aimais ça pour vrai. Je me souviens de l'adresse email à Jimmy, c'était jackspot69@hotmail.com. Il disait que c'était son nom en anglais, gros lot, et que 69 était sa position sexuelle préférée. J'avais envie de lui faire un coup de poing, j'avais envie de lui faire un coup méchant et lui envoyer un email. Un jour, mon père l'avait accusé d'avoir volé ses outils. Jimmy tabassait son Kingbox en disant « I didn't take no fucking tool ».
Mon père avait de la misère à dormir. Il disait qu'il y avait une vieille chipie en haut qui faisait du bruit. Moi, j'entendais rien. Il allumait la télé pendant la nuit. Écoutait la télé pendant la nuit. Quand les bains sont arrivés, Jimmy disait que les étudiants allaient baiser dans les douches en faisant le geste. Mon père et Robert faisaient le shit-rock à bord d'un lift sur le mur extérieur. Il avait un fusil à clou qui marchait à la pression d'air. Il fallait qu'il soit attaché à un harnais question de sécurité. Je les avais accompagnés dans le lift et ce qu'ils faisaient n'était pas toujours sécuritaire. Il fallait marcher dans les échafauds parce que le cage d'escalier n'était pas construite. Aussi, dans ce temps-là, je me masturbais sur la douche à tous les soirs. Je m'étais même masturbé dans les toilettes dégueu de la job avec des filles nues dessinées et des messages pervers écrits au feutre. Je me demandais si mon père aussi se masturbait. Une fois, je m'étais rasé le poil pubien sous la douche et mon père avait sorti une boule de poil en pensant que c'était à Robert. Je me suis senti mal. Un peu avant, j'étais avec mon père au concessionnaire Vaux et nous avions essayé la Jetta. Il y avait un siège chauffant. Ce qui était le plus intéressant, c'était le nombre de milles au gallon. On se disait que si on allait voyager aux États-Unis, ça allait être payant de marcher au diesel. J'ai demandé à mon père quoi faire dans cette circonstance et j'ai suivi ses recommandations. J'ai acheté la Jetta TDI 1999 à 30 000 $ avec paiement mensuel. Mon salaire était 10 $ de l'heure qui montait à 15 $ avec l'escompte. Comme l'escompte était 1.5, 1.58. Un jour, sur la banquette arrière de la Civic bleue à Martin, j'ai fait un bruit par accident qui ressemblait à un cri de jouissance et Marjorie m'avait fait remarquer qu'elle appelait ça mon cri de fertilité. Je trouvais ça drôle un peu et aussi elle avait raconté aux autres jeunes de la congrès. Je me souviens que nous avons été à un centre d'achat en ville avec Sean. Sean tripait sur la chanson Head Trip de Seven Dust. Nous écoutions l'album Ixnay and On the Hombre d'Offspring. J'ai éventuellement acheté tout l'album, Ignition, Smash, Ixnay, Americana et Conspiracy of One. C'est que Sean et Martin se parlaient en chuchotant pour pas que j'entende. Ils se magasinaient une paire de lunettes de soleil à plus de 100 $. Il y avait un Archambault ou un HMV où j'allais souvent m'acheter mes albums. Martin avait plus d'albums que moi. Il avait des tours à CD, Vertical Horizon, Everything You Want, Collective Soul, The World I Know, Lifehouse, Goo Goo Dolls, pour en nommer quelques-uns. Smash Mouth, Shania Twain. Moi, j'avais acheté les 2 albums de Limp Bizkit en cachette. J'aimais la tune 1999 et No Sex. Martin disait que je flirtais avec les filles du monde sur le chat. À une sortie, nous écoutions l'album Avril Lavigne, Let Go, et c'était cool. J'avais l'impression d'avoir mon âge pour les rares fois de ma vie. C'était un privilège d'être l'ami à Sean. Il passait son temps à se vanter. Quand j'ai été chez eux avec Martin, il se vantait de jouer au football. Il y avait aussi une collection de casquettes. Nous avions parlé longuement dans le parking chez eux. Sean avait demandé à un graffeur de Montréal de lui faire un tag avec son nom. Ça lisait Sean à l'envers et Limp 45 de l'autre sens. Quand j'ai commencé à signer mes chèques, je voulais signer avec Gate, écrit à la verticale comme une lettre japonaise. Je m'étais inspiré de la graffiti Sean Limp 45. Pas aussi cool, mais quand même. Des fois, Sean venait coucher chez nous dans la chambre à Martin. Il avait incité Martin à s'acheter une guitare. Martin me l'a éventuellement vendu et je me disais que peut-être si je jouerais, je pourrais être accepté dans la gang. J'écoutais les award shows à la télé pour être au courant de toutes les sorties musicales. Par exemple, les Teen's Choice Awards et les MTV Music Awards. Je m'étais fait une compile avec Creed, My Sacrifice, Fight for Fighting, Superman, Jeremiah Freed, une tune locale du Maine, et Bad Ronald, Let's Begin. En revenant de travailler, j'écoutais TRL, le top 10, et VH1 avec l'émission I Love the 80s, avec les biographies d'artistes.
J'ai vite perdu le sens de l'humour. J'avais dit à Patrick que Gates est mort. J'avais l'impression que c'était ma personnalité qui s'était fait assassiner. Pour m'évader, c'était à 100% la musique. Dans ma deuxième vie, j'allais chez les doyons. Alexis et moi écoutions des films et des fois Sean était là. Sean réussissait toujours à me faire sentir à part en faisant plein de inside jokes dont je n'avais pas accès. Alexis était un mentor hors pair et aussi quand on se voyait, plutôt que de se serrer la main, on jouait à Crunchy. Nous avions écouté les films Kung Pao, Zoolander et Fight Club, qui étaient trop violents. On riait, ou du moins on se forçait à rire, en quotant les phrases du film. Un jour, Martin voulait apprendre Creed 1 à la guitare. C'est finalement moi qui l'ai appris. Il avait fait imprimer plein de tablatures et je me disais que c'était du gaspillage de papier. On a joué la tune Offspring Gone Away et Our Lady Peace Starseed, moi à la guitare et lui à la basse. Mes premiers cours de guitare furent avec Marjorie Frenette. Elle m'avait montré des accords de base. J'étais impressionné du son que ça donnait. C'était quasi magique. Dans ce temps-là, j'apprenais Three Doors Down, Kryptonite, Enrique Iglesias, Be With You, Stained Outside et Live Lightning Crashes. Je lui ai montré après quelques semaines que je savais jouer Bush Glycerine et elle m'avait encouragé. Mon baptême a été en septembre 2003 à une assemblée spéciale d'un jour. Aux questions de baptême, on m'a demandé si les publications étaient inspirées de Dieu et j'avais dit oui, mais ils avaient dit que non. J'allais rendre ma famille fière en vouant ma vie à Dieu et je ne voyais pas pour quelle raison ne pas le faire. Ma grand-mère m'avait acheté un costume de bain pour l'occasion et j'ai eu une carte. Christina croyait pas ses yeux quand elle a vu ma photo de baptême et croyait que c'était Martin. Mon costume de bain était noir. Justin Tachereau aussi s'est fait baptiser en même temps que moi et m'avait dit qu'il n'avait rien de ressenti de spécial. À la fin de l'assemblée, on s'est retrouvés en groupe de jeunes pour parler. Dans mon autre vie, nous allions prendre nos breaks dans le café vers 9h AM. Robert et papa faisaient des jokes comme quoi ils pouvaient admirer les belles filles. Je me disais que c'était pas possible que mon père fasse une telle chose. C'était dérangeant, qui était marié. Robert disait « On s'installe-tu pour les cuisses ou pour les poitrines? » Il voulait dire les fesses pour les seins. De un, c'était dérangeant que les adultes regardent les filles plus jeunes, et de deux, ils n'avaient aucune retenue à les fixer. Alors que moi, je détournais le regard. Papa et Robert disaient que les étudiants qui arrivent en jogging le matin faisaient la belle vie. Nous avions eu des plaintes pour le bruit le matin aussi. J'écoutais de la musique pesante dans le char. Mon père baissait le son et appelait ça du criage. Robert non plus n'aimait pas mes goûts musicaux. Quand j'écoutais du trance, il disait que j'écoutais de la musique à ma blonde. Il disait que toute la musique avait déjà été faite. Et c'était juste des remakes qui scrapaient les tunes. Robert aimait les groupes comme Aerosmith et Led Zeppelin, Scorpion. Moi, je catchais pas. Pour moi, je voulais ce qui était neuf et ne pas réécouter les mêmes affaires sur repeat. Un jour, papa écoutait du Ozzy Osbourne sans retenue. J'étais comme, c'est interdit dans les témoins d'écouter ce genre de musique. Aussi, quand on écoutait du Michelle Branch dans l'auto avec All You Wanted, papa disait, elle a du talent, qu'est-ce que tu veux faire? Nous, on n'en a pas, on est obligé de travailler. J'étais en désaccord avec ce qu'il a dit, mais j'ai gardé le silence. Une des premières sorties que j'ai fait avec les témoins furent du hockey Cosum à la polyvalente Saint-Georges. Je voyageais dans le char avec Billy qui jouait Love Bites de Def Leppard. Manon était là, Manon Gay. Une autre fois, les témoins sont venus chez nous et nous sommes allés dans le clos ensemble pour jouer à la balle. Manon Gay était là aussi. Il ne s'est absolument rien passé entre Manon et moi au final. En fait, elle a commencé à fréquenter Sean et s'embrassait sous mes yeux après que Sean lui ait donné de la gomme. Je faisais du tape au moins et j'avais accès au lift des fois, ce qui rendait mes journées plus faciles. Mais encore, j'étais malheureux et j'avais regardé en bas du toit et je m'imaginais sauter. Je rationalisais que j'allais faire ce job jusqu'à ce que j'ai 20 ans. Et si la fin n'était pas arrivée après, on verra. La lumière est tombée sur mon avant-bras. Une lumière est tombée sur mon avant-bras. Un stud m'a scratché la bédaine. Je m'égratignais avec mes couteaux et mes truelles. Ça me donnait des cicatrices. Cicatrices que j'ai encore.
aujourd'hui. Ce qui était à la radio était Feel Good Inc. avec Gorillaz. C'est pas vraiment mes coïncidences qui me rendaient malheureux, mes circonstances qui me rendaient malheureux, mais plus mon manque de contrôle sur ma vie, et j'entrais en dépression et je me refermais sur moi-même. En même temps, j'avais une vie riche intérieure que personne ne connaissait. En plus, mon père me trouvait ingrat, mais que j'étais un enfant gâté. C'était aussi son rêve qu'il réalisait à travers moi. Je n'étais qu'un enfant, un enfant qui était submergé par les demandes de sa vie. J'aidais à transporter les feuilles de drywall et aussi les boquettes de plâtre. J'avais fait un petit cours de sécurité qui nous montrait comment forcer, et une fois, quelqu'un m'avait arrêté et m'avait dit de tenir la boquette d'une autre façon puisque c'était pas bon pour mon dos. Quelquefois, on a briqué avec le reste des travailleurs. Le foreman s'appelait Ken et papa disait qu'il allait fumer du pot. Avant de quitter Biddeford, je me suis acheté un t-shirt de l'université. Papa, fier, m'avait posé avec mon casque et mes bottes de construction à côté de mon char. Pour lui, avoir un char n'était pas tellement important, mais je veux dire, pour lui, avoir un char, c'était important, mais pour moi, pas tellement. Mais je le faisais pour lui faire plaisir. Quand nous avons quitté, nous avons vu passer tous les corps de métier sur le chantier. Je travaillais maintenant à Lewiston au courthouse. Ma job dans ce temps-là, était le caulking, plus souvent fait au Baker qu'à l'échelle. Et en haut, j'utilisais le lift. C'était une rénovation où il y avait plein de pigeons et de caca de pigeons. Je faisais le fire tape. Enfin, du fire tape. Une fois, un gars m'a demandé « T'as quel âge? » J'avais environ 17 ans à l'époque. Il m'avait dit « Tu ne devrais pas être à l'école plutôt? » J'avais plus ou moins su quoi répondre. J'écoutais la tune Away from the Sun de Three Doors Down dans ce temps-là. On m'appelait le King of Fire Tape car j'allais dans les raccoins durs que personne ne pouvait ou ne voulait aller. J'ai fait ça longtemps. Une fois dans la chambre électrique, un gros pervers m'a dit fuck you in the ass. Je ne l'ai dit à personne. Une autre fois, j'avais demandé à Sean le foreman Do you have cock? Parce que le stuff qu'on mettait pour isoler s'appelait le caulking, du caulk. Lui a répondu Yes, I have big cock. Parce que ça veut dire pénis aussi. Mon père et oncle travaillaient sur le frame. Il était assez fier de leur soffit qu'ils prenaient des photos souvenirs. Un jour, les sheetrockers nous ont fait une pile de drywall qui montait jusqu'au plafond pendant la nuit qu'il fallait nettoyer. Je me souviens que quand je ramassais les morceaux de drywall, je me chantais la chanson Pick Up the Pieces de Hoobastank en ramassant les morceaux. Un jour, le foreman m'a fait remarquer que mon baker était installé croche. Il a dit de quoi comme « Ah, c'est maudit jeune drogué », mais je n'étais pas drogué du tout. Aussi, il passait et coupait les câbles d'extension quand il était un petit peu écrasé ou usé pour la sécurité. Nous devions être encore plus prudents sur les planchers mouillés. Quand je passais le balai, il y en avait qui mettaient un truc vert sur le plancher pour empêcher que la poussière lève. Un jour, Claude Bourque est venu avec nous et Robert l'avait fait attendre dehors toute la journée. J'avais trouvé ça affreux. On allait briquer au Subway et il y avait une fille en rollerblade. Eminem Without Me passait à la radio. Puisque le week-end était dans mon autre vie, je passais rarement une fin de semaine sans jouer de la guitare, et puis c'était les commissions et mes activités témoins de Jéhovah. Michael Mallet venait d'une autre congrégation et avait emménagé chez Billy à Beauceville, près de l'école, et j'avais été chez eux. Billy jouait à Gran Turismo, et nous avons écouté Elvis Gratton. Billy trouvait ce film bon, même s'il n'était pas recommandable pour un témoin. Talia Corbeil aussi venait de déménager dans notre congrégation. Elle venait de Quaticook. Elle est arrivée dans le temps que nous faisions nos parties à Saint-Côme, comme le bal de finissant, ou de fainéant, comme mon oncle appelait. Elle trouvait notre congrégation plus cool que la sienne. Le week-end aussi à la maison, moi et mon père aussi, on écoutait Survivor. La dernière de la saison était de la première saison. Aussi, depuis le 11 septembre 2001, tout le monde était des potentiels terroristes. On cherchait un coupable puis il y a eu la guerre en Irak.
Au motel, mon père appelait pour avoir un wake-up call. On se levait dans les 4 heures du matin. On pouvait écouter les nouvelles à CNN et prendre le petit déjeuner au motel, qui était des bagels, cream cheese bagel, toast, confiture, ou bol de céréales. J'avais aussi vu le beheading aux nouvelles d'un journaliste. J'ai rencontré Michael pour la première fois dans une assemblée spéciale d'un jour. Ma première impression de lui fut que c'était un géant. Il avait une grosse cicatrice au front. J'avais su qu'il avait du mal à se faire des amis et qu'il était super bon dans les sports, mais les témoins lui avaient empêché de poursuivre son rêve. Il travaillait maintenant dans la même shop que Billy Gay. J'avais l'habitude de sortir avec Michael, mais nous parlions rarement. Par exemple, nous allions jouer au basketball dans la cour de la police à Saint-Georges ou allions au Dooley's pour jouer au pool. Le Dooley's était sur la première avenue et le soir, on y servait de l'alcool, mais c'était pas vraiment un bar. Je me prenais un Pepsi avec une paille. Je me souviens que j'avais réussi à faire un jump avec la balle. J'étais pas tellement bon et Michael gagnait souvent. Une fois, je chantais en lip-sync les paroles de Fastball The Way qui jouait là et Michael m'avait dit que c'était mal même de faire le lip-sync sur ces paroles. Je me souviens de la fois où j'avais été chez lui et nous avions écouté le vidéoclip de My Immortal d'Evanescence. Alexina était là et je faisais juste relaxer allongé sur le divan. Billy pensait que je trouvais Emily cute. J'ai découvert Evanescence sur une job en écoutant WCYY et j'ai capoté quand j'ai entendu Bring Me to Life à WCYY. J'étais le seul qui avait remarqué, mais c'était ça que j'avais besoin. Une voix d'ange avec des grosses guides métal. Talia avait un album qu'elle m'avait fait jouer dans mon char, dans ma Jetta, qui s'appelait Transplant. Et nous avions écouté la tune Universal Nation de Push. Le cover de l'album avait des feuilles de potes dessus et ça faisait musique de drogué. Le système de son de ma Jetta était déjà bon, mais j'ai fait installer 2 caisses de son en arrière qui faisaient pas grande différence. J'avais une radio MP3 high-tech que j'aimais vraiment, que je pouvais changer les couleurs et les pitons aussi dessus. Je me souviens que pour ajuster le volume, je montais jusqu'à l'âge que j'avais. Donc, à 18 ans, je mettais le volume à 18, à 19 ans, 19. Martin écoutait Darude dans son genre et Marjorie avait fait remarquer qu'une tune, ça disait Touch Me, Feel Me. Elle riait de ça puisque c'était trop sexuel pour un témoin et aussi ça faisait rave. On s'était déjà fait mettre en garde contre les raves. Le week-end, mon père mettait son passeport sur le frigidaire et préparait tout à l'avance qu'il mettait à côté de la porte avant de partir. Il laissait ses outils dans son propre gangbox qu'il barrait. Il s'était acheté une radio DeWalt aussi. Les drywallers travaillaient à l'unité. Le drywall arrivait par les fenêtres et on se mettait à deux ou à plusieurs pour les transporter. Quand je me plaignais à mon père en disant que j'aimais ma job, il disait « Tough, mon gate ». Je me donnais un air tough qui n'était pas naturel. J'avais su que Robert était né à Lewiston. Il nous avait montré un pawn shop là-bas. Alexina était une jeune fille de notre congrégation qui parlait à Martin. J'avais su qu'elle aimait la musique. Souvent à la salle, on s'échangeait des noms de tunes. Nos discussions tournaient toujours autour de la musique et il y avait une électricité qui passait entre nous. Martin m'avait confié qu'il admirait Jonathan Fortin quand il avait été au milieu de la piste de danse à son mariage sur la chanson Sandstorm, qui faisait des vagues avec son corps et qu'il voulait faire comme lui. Nous sommes aussi allés faire du snow au Mont-Rignal quelquefois. Sean avait échangé son snow avec le mien, mais j'aimais plus ma planche bleue. Christina venait aussi. Un jour, moi, Maggie et Christina sommes allés au Mont-Rignal et je les avais dans le banc arrière. Je faisais exprès pour faire déraper et faire du slalom avec l'auto dans le chemin, mais cette fois, j'avais dérapé solide. Et on a eu peur. J'avais sorti de la piste. Maggie, au Mont-Rignal, m'avait partagé ses doutes sur les témoins et je me disais qu'elle n'était pas très spirituelle. Elle me disait qu'il y avait tellement de religions semblables aux témoins et qu'elle se doutait que ce n'était pas la vérité.
un des bands dans la soirée avait joué Toxicity de System of a Down et ça sonnait comme une tonne de briques. Sean trouvait drôle qu'un témoin là avait dit « Ma Burton tabarnak » quand son snow est tombé. Il y avait des enfants qui étaient bien meilleurs que nous aussi. Ce qui était cool, c'est qu'il y avait aussi des nuits de snow. Je disais que je préférais l'été, mais j'aimais l'hiver pour le snow. Sur ma jacket, j'avais un paquet d'étiquettes de ski, justement. Sean riait aussi qu'il avait un petit jeune qui s'était mis à dévaler la pente en criant « Tabarouette !» Un jour, nous sommes allés dans une soirée de témoins dans l'Ouest et JP Gontier était là. Pendant la préparation du souper, il y en avait qui se fouettaient avec des linges à vaisselle mouillés. JP avait joué de la guitare dans le salon. Et c'était la bonne franquette. En 2003, j'ai été voir Evanescence en concert à Québec, au Colisée Pepsi. Pour moi, ce band collait exactement à mes émotions. C'était dark, triste et enragé. Nous sommes rejoints chez John Russell et Alana Russell était là. Elle, qui s'était jamais fait baptiser, mais avait décidé de ne pas être témoin. Au spectacle, le Colisée était séparé en deux. J'ai vraiment trippé. Evanescence était avec Cedar et Finger Eleven. La fois qu'ils ont passé l'album au complet de Meteora à WCYY, je suis resté dans le char pour l'écoute en intégrale, même si on était prêt après l'ouvrage. Linkin Park était mon band préféré. Sean riait du monde derrière leur dos. Il appelait Billy Master B, faisant allusion à la masturbation. De Marjorie, il l'appelait Jello Banane, allusion à ses seins pendant et ses fesses molles, et aussi Manon qu'il disait détester, mais sortait avec. Je rêvais ça ressemblait à quoi d'être normal. Je trouvais que les gens autour étaient plus connectés à leurs émotions que nous, les témoins, et j'enviais ceux qui étaient capables de pleurer. On avait testé le sub et le système de son à Martin dans sa Civic. J'avais fait une compilation danse qui commençait avec un subwoofer test et un 20th Century Fox. J'avais gravé un CD qui était à moitié la trame sonore de A Night at the Roxbury et l'autre moitié Rammstein et la trame sonore de Red Alert 2. Et il y a aussi eu un party de témoins dans le garage de La Flamme. Je me souviens qu'un gars avait couru aux toilettes et quelqu'un avait fait la joke « Quand faut y aller, faut y aller ». Il y avait des danses en ligne, et j'avais essayé, et Marco était super bon. Justin Tachereau m'avait dit la traduction de Suavemente, cette chanson en espagnol qui passait, car il apprenait l'espagnol. Ça veut dire doux baiser. Autre tune qui passait à des mariages était Red Red Wine. La tune préférée à un mariage était Runaway de Real McCoy. J'ai fait une compilation qui s'appelait Dance Mix 2, qui était assez cool, que j'ai toujours. On s'était regroupé, Mylène, Manu, Christian, Marco Laflamme avec moi et Martin pour faire du rollerblade à Thetford et ça a été cool. Les Laflamme avaient une Subaru Impreza montée et c'était pas mal la mode dans ce temps-là, les films de char. Il y avait Gone in 60 Seconds et The Fast and the Furious. Subaru Impreza montée bleu. Marco jouait de la guitare. Il m'avait montré la tune Basket Case de Green Day, la première fois que j'avais vu du palm muting. Le plus jeune s'était acheté un clavier et avait appris un bout de la tune Only Hope, une tune du film Une promenade inoubliable. Il jouait dans un band et avait une chanteuse. Dans le setlist, il y avait I Want You to Want Me de Cheap Tricks. Marco était le clown de la gang. Il aimait Réal Bélan et la tune Mémé West est sérieux. Il nous faisait rire, Marco, la femme. Pendant un temps, je me souviens que Martin voulait désespérément avoir l'attention de Mylène. C'en était pathétique. Je ne comprenais pas vraiment son comportement et lui disais que l'amour était une maladie. C'est qu'il faisait tout pour être galant avec elle et lui dire salut avant de partir. En allant à l'Assemblée à Montréal, on suivait les gays qui avaient pris la 40. Arrivé pas loin de là, nous avions arrêté à un McDo et j'étais seul dans la voiture. Une envie de me masturber m'est arrivée subitement et je me suis masturbé dans la voiture en espérant que personne ne me voie. Le déjeuner du McDo était assez bon, crêpes, œufs,
hash brown, il nous servait du jus d'orange. La première fois où j'ai été à une construction de salle, c'était à Lac-Etchemin. J'y avais été avec mon auto. Je venais de découvrir les mix de Armin van Buren et les écoutais dans le char. Ma première job fut d'être flyer, donc il fallait que je porte la veste et de diriger les voitures. Puis je travaillais sur le terrassement à charrier de la terre avec pelle et râteau. Christina Russell était là aussi. À la fin de la journée, j'avais été rencontrer les deux filles. La tune que j'avais en tête à cette époque-là était Live, They Stood Up for Love, et surtout la version acoustique. Live avait des succès comme Dolphins Cry, I Alone et Lightning Crashes, Post-World Trade Center. Il avait sorti la tune Overcome qui n'a pas vraiment marché. Je me souviens que j'avais mis Dance With You sur mes compiles de party comme slow. Un soir, vers minuit, Manuela était dans son char avec Mylène et moi et Martin dans la Civic. Manu a dit que la chanson J'ai demandé à la lune d'Indochine à la radio lui avait donné encore plus envie de dormir. Mylène connaissait André Jeunesse, mon oncle, et elle avait été au BC. Elle était plus vieille que nous et s'était trouvé un chum vraiment plus vieux qu'elle, mais elle était gentille. C'est qu'on allait à Québec avec eux, par exemple, on est allé dans le Vieux-Québec, au Fête de la Nouvelle-France avec Samson J.E. Et Samson J.E. était là, le frère à Priscilla. Il avait un rôle dans le spectacle, il jouait un personnage. Je me demandais sur l'histoire du Vieux-Québec et j'aurais voulu en connaître plus sur l'histoire des lieux. J'avais vu les restaurants, le Concorde au loin et les canons. Le soir, Martin avait quitté de bonne heure, sous prétexte que les gens commençaient à se saouler et ça ne l'intéressait pas. Nous avions été à l'appartement à Samson et il y avait un gars en boxeur qui dormait sur le sol. Priscilla Géoul était amie avec Christina Russell. Elle avait un gros accent anglais et riait trop souvent. À un mariage avec Priscilla, nous avons dansé sur 3 Days Grace, I Hate Everything About You et Madonna, Just Like Prayer. Mon premier slow à Québec dans un mariage a été Enrique Iglesias, Hero, avec Christina Russell. La première fois que j'ai dansé sur une piste de danse était sur Len Steal My Sunshine. C'est pas un beau souvenir. On nous enseignait aussi que si on dansait un slow, il fallait garder une distance de Bible entre nous. Quand Billy dansait, il avait peur de sentir du dessus de bras. Mon oncle André Jeunesse avait la réputation d'être un bon danseur. Il savait faire le moonwalk. En joke, il avait fait le geste comme quoi il sentait le dessus de bras sur la piste de danse. J'avais su que André était cool étant plus jeune et Martin le prenait en modèle. Au party à Saint-Côme, il y avait un band de témoins qui avait joué Nothing Else Matters de Metallica et In the End de Linkin Park, qui était vraiment cool, sous la surveillance d'adultes. Il y avait une liste de tunes qu'il nous avait donné, qu'on pouvait choisir quelle tune qu'on veut qu'ils jouent. On les avait revus chez les Pruneaux aussi par après. Marjorie avait appris la tune Our Lady Peace Innocent après qu'elle s'était séparée d'avec Mathieu, No, car elle voulait revoir Martin, mais Martin avait refusé. Martin chantait la tune I hold on, but you don't know how I feel, parole de l'album Gravity d'Our Lady Peace. Une de ses tunes préférées de l'album était Not Enough. Martin et moi sommes allés chez la fille au Manger brièvement, qui habitait à Québec en collaboration avec d'autres filles. Elle lisait des magazines de beauté et de séduction. Martin se cherchait une copine. Un jour, à la fin de la soirée d'un mariage, Patrick avait la tête couchée sur une table et il avait des bières tout le tour de lui. Et j'avais dit qu'il avait l'air saoul à cause des bouteilles et je le prenais en photo. Il n'aimait pas ça. Dans nos jeunesses, mon oncle s'est noyé en essayant de ramasser les canards qu'il avait tués. Il avait arrêté pour aller les chercher, mais le courant l'a emporté et l'eau était trop froide. Nathalie a tout vu. Tiffany s'est mis à crier au téléphone en apprenant la nouvelle. Ça a été tout un drame. Moi, je me souviens d'avoir pensé à ce que je m'inquiétais des conséquences que ça aurait sur moi. Mais les enfants venaient nous visiter et tout semblait normal.
Mon père, Renaud, était quelqu'un de bien, comme aimé de tous, travaillant et tout. Euh, Quand même quelqu'un qui avait du succès dans la vie. Mon père et ma mère allaient souvent chez eux pour les aider. Nathalie disait que c'était injuste et blâmait Dieu. Et elle a retiré une grosse assurance vie et s'est mise à voyager, au Martinique et en République dominicaine. Elle parlait de trucs croches qui se passaient dans d'autres congrégations et ses doutes concernant les témoins. Je n'avais pas accès à ces conversations, mais entendais un peu de l'autre pièce. Elle disait qu'elle s'ennuyait de faire l'amour avec Renaud, par exemple. André avait mis une photo sur le frigidaire qui montrait Nathalie à bord d'un navire qui amenait ses enfants à la terre promise. Avant ça, la famille avait été en France. J'en avais brièvement parlé avec Tiffany de son voyage. Elle m'avait dit qu'elle avait vu des châteaux et que le monde, dans, dans ce temps-là, avait des pots de chambre pour faire caca qu'ils lançaient par la fenêtre. Quand nous allions chez Renaud aux assemblées à Montréal, je dormais dans le sous-sol. La maison était vraiment belle. Il y avait toujours des gros déjeuners avec des fruits. Talia était là et elle avait dit que la salle de bain était écœurante. Quand elle disait le mot écœurante, c'était dans le bon sens. Je me souviens que j'avais lancé Miguel et puis il s'était pété la tête, puis j'ai eu comme vraiment peur qu'il se fasse mal, puisqu'il s'était mis à pleurer. Mais il était correct. Billy pensait sortir avec Mia à un moment donné. Il lui avait écrit un poème inspiré de Bryan Adams, Everything I Do, qui n'était pas terrible. Il était la risée des doyons. Nous avions une piscine chez nous, nous l'utilisions rarement. Il y avait de l'algue au fond et il fallait nettoyer. Des fois, nous faisions des tourbillons. Nous avions aussi une tente que j'avais essayée. Je m'étais masturbé dedans malgré moi. Un jour, Robert est venu et avait utilisé une canne d'aérosol en feu sur un guêpe dans la roche. Mia avait fait le commentaire qu'elle était impressionnée par Martin en costume de bain. Mes pulsions sexuelles étaient super intenses dans ce temps-là et incontrôlables. Marjorie disait souvent « Il a l'air de rien », mais en parlant de mon frère. Talia disait que Mia disait qu'elle ne puait pas du dessus de bras, mais c'était faux. Une fois, Billy s'est fâché contre moi au téléphone pendant que j'étais dans la voiture avec Alexis. Il m'avait gueulé après, j'imagine parce que je ne l'avais pas impliqué. Denis Gay avait la réputation d'être un maître en arts martiaux avant qu'il ne devienne témoin. Quand je jouais au hockey avec lui, c'était supposément plus amical et non compétitif, mais il a dit qu'en se tournant, son genou n'avait pas suivi et donc que son corps ne suivait plus ce qu'il voulait faire. Je m'étais demandé s'était vraiment fait mal ou s'il exagérait. Il y avait des témoins qui jouaient au hockey. Je me souviens que Philippe Champagne était goaler et il faisait des push-ups. Les témoins étaient venus pour une soirée chez nous et nous avions fait un feu. À ce party, Marjorie s'est fait jeter dans la piscine tout habillée. Nous faisions une bataille de ballons d'eau et moi je m'étais simplement caché sous le carport. Les ballons d'eau revolaient sur les adultes qui étaient autour du feu et salissaient leur linge. Le monde parlait comme quoi il avait sûrement des frustrations à l'égard de Marjorie pour qu'elle se fasse jeter à l'eau comme ça. Plus tard, ce soir, j'avais sorti ma guitare acoustique et j'avais joué un cover de Heaven de Bryan Adams devant Alexina et Christina. Nous connaissions tous les deux et aimions la version de DJ Sammy. C'était romantique. Marjorie et Mathieu No s'étaient fiancés et vivaient une relation de longue distance. Mathieu habitait à Vancouver. Mathieu jouait aussi de la guitare. Il avait joué pour nous Jean Leloup, I Lost My Baby, Counting Crows, Mr. Jones. Quand Martin a su que Marjorie avait un chum, il a vécu une peine d'amour car il s'imaginait qu'il allait se marier avec elle. Il n'était pas le seul. Brian Gilbert aussi s'imaginait ça. Une fois, on est allé à un party dans un garage avec les témoins. J'avais été surpris, puisqu'il passait beaucoup de rap avec de mauvais mots, comme par exemple DMX, Party Up et Eve, Let Me Blow Your Mind. Il y a eu un after-party dans le champ, en arrière, où il y avait une espèce de feu de la Saint-Jean. On était juste assis dans le champ et nous sommes restés jusqu'aux petites heures du matin, juste là couchés dans le champ. Puis il y a un gars qui a sorti sa guitare et a chanté la chanson Creep de Radiohead.
C'était un des gars du band et c'était vraiment excellent et je voulais l'apprendre. Aussi, à la fin de la soirée, j'ai été lui demander s'il connaissait la tune Damn It de Blink-182 que j'étais en train d'apprendre à la guitare dans ce temps-là. Et je lui ai montré qu'est-ce que je savais. Mes parents ne nous donnaient pas d'heure pour entrer. Ils se fiaient à notre bon jugement. Nous avions aussi fait un party chez Sean. Et Sean avait dit qu'il invitait pas tout le monde, juste certaines personnes parmi les jeunes témoins. Mais tous mes amis étaient là. Il avait pris les compilations que j'avais faites pour Party à Saint-Côme et avait changé l'ordre des tunes. Je réagissais quand il passait du Sean Paul et je disais qu'il y avait des mauvais mots. Moi qui étais bilingue, je pouvais le savoir. Je me souviens que dans une tune d'Alia, on dirait qu'elle disait « Push ton zizi ». Je l'avais fait remarquer à Billy et c'était drôle. On se regardait en coin quand la tune passait. J'ai aussi acheté une guitare acoustique et ça m'intéressait de jouer en chantant en même temps. Mon objectif était d'apprendre la tune Breathe de Faith Hill. Je me disais que je serais un bon guitariste le jour où je pourrais jouer cette tune. J'avais téléchargé des mix de DJ, j'avais un blacklight dans ma chambre et faisais des parties tout seul à danser sur cette musique. J'avais acheté des glow sticks pour le party à Saint-Côme et on m'avait dit que c'était une bonne idée. Le genre de truc que tu craques, là, puis que ça l'allume, avec des couleurs fluo. Une fois, j'avais amené Claude Bourque en char et elle avait vu que quand je conduisais tard le soir en char, j'écoutais mon dance dans le piton pour me garder réveillé. Quand j'allais à Thetford, je chantais sur l'album Spiritual Machine dans le trajet, à travers les montagnes et les chemins sinueux. Il y avait aussi l'entretien de la voiture, alors j'allais régulièrement au garage pour le changement d'huile. Il me fallait... et ça me fatiguait à chaque fois. Le changement d'huile, c'était 70$, mais le concessionnaire m'a monté une facture de 400$. Je me disais qu'il remplaçait des morceaux qui étaient encore bons. Il savait que je travaillais aux États-Unis sur la construction et je pouvais payer. Il fallait aussi changer les pneus d'été pour des pneus d'hiver et c'était long à attendre. Je feuilletais le magazine Elle pendant ce temps-là et je trouvais les filles modèles sexy et essayais de me tenir au courant des nouvelles modes pour ne pas trop être enragé. Mais mes visites au garage m'enrageaient à chaque fois. Aussi, j'avais changé de garagiste, mais c'était juste à peine moins cher. À 18 ans, j'ai été m'acheter une guitare Stratocaster Fender signée Tom DeLonge de Blink-182 à style musique, mais comme au garage au magazine musique, il y avait toujours des vendeurs qui essayaient de me convaincre d'acheter des trucs plus chers que tu n'avais pas besoin. Par contre, je n'ai jamais regretté mon achat pour ma guitare. J'ai joué et chanté en public pour la première fois sur la galerie à un party de famille. Robert était là et après il a montré qu'il savait jouer du tam-tam en allant frappant sur le bumper de son char. Mais ça sonnait comme rien à mon oreille. Dans ce temps-là, j'avais commencé à m'entraîner au gym. J'écoutais l'émission A State of Trance quand je m'entraînais. On m'avait fait un programme d'entraînement pour dire ok, tu fasses 3 sets de 15, mettons, tel muscle. Dans le vestiaire, il y avait le cardio aussi, puis dans le vestiaire, sur la porte, il y avait une fille sexy. J'avais aussi essayé le bronzage. Maman y allait régulièrement. Elle allait au bronzage et à l'électrolyse. Aussi, à côté de la machine, il y avait un poster de filles sexy bronzées. Les dimanches, et puis Michael et Talia, ils allaient s'entraîner aussi. Je les voyais des fois sur les vélos. Les dimanches, après la réunion, nous allions souvent au Saint-Hubert avec les témoins. Je mangeais un quart de poulet pour poitrine avec mousse au chocolat et gâteau au fromage. Martin parlait de ses stratégies pour manger son dessert aux filles présentes qui le regardaient avec admiration. Je me souviens qu'au Colisée, je m'étais assis pas loin de Mia Doyon. J'avais remarqué que du podium, on nous disait souvent qu'on allait découvrir des choses profondes de Dieu dans cette assemblée. Mais autre que dire choses profondes de Dieu, il n'y avait pas vraiment rien de bien profond, je trouvais. Et je l'avais fait remarquer à Mia. Sur un chantier, il y avait une équipe de tireurs de joints qui tapaient au Duraband et j'aurais voulu qu'ils me montrent comment taper car
Dans ce temps-là, j'étais juste bon pour faire le fire tape. J'avais demandé au vieux s'il voulait travailler piecework. Il m'avait dit de quoi comme I don't want to kill myself. J'ai fait un peu de tape sur ce job et eux sont passés derrière moi pour corriger mes erreurs. Par exemple, les bulles en dessous du tape. Le soir, après que tout le monde soit parti, je tapais en dansant sur du gros rock et je me suis aperçu que Robert était dans le portique et me regardait. Je faisais mon gros possible, j'avais ma lumière avec moi, je faisais aussi le fire tape et je me souviens que pour le fun, je sautais en bas du baker plutôt que de descendre sécuritairement, supposément que c'était pas bon pour les genoux. Dans ce temps-là, j'avais appris à repérer les constellations d'Orion, la Grande Ourse, la Petite Ourse, l'étoile polaire, qui était la queue de la Petite Ourse, Cassiopée, etc. Je savais que toutes les étoiles que nous voyions étaient seulement dans notre section de notre galaxie et qu'il y avait des milliards de galaxies. J'allais chez les Russell, qui avaient un champ chez eux, et nous allions regarder les étoiles. La maison était en haut d'une côte qui nous donnait une superbe vue. J'avais fait remarquer les constellations, mais Quentin ne me croyait pas que je les savais. Christina Russell était là, et Alexina. On restait jusqu'aux petites heures, genre jusqu'à assez tard, jusqu'à ce qu'il fasse assez froid et qu'il y avait du givre autour de nous, où nous étions couchés. Donc, Michel Gosselin était le frère qui avait été trucker, mais qui me disait que son mal de bras l'empêchait de travailler. Je voyais à travers son jeu et ça m'énervait. Il me disait que j'étais mal commode, des trucs du genre, et que j'étais chanceux d'être jeune. Je me disais que plus tard, je ne voudrais pas être comme lui. Aussi, il me disait que j'étais trop gentil, que watch out quand je me fâche. Mais la réalité était que je me fâchais jamais. Une fois, un vieux sur un chantier disait que money buys you freedom et que c'était son but dans la vie de faire de l'argent. Je m'étais dit qu'il n'avait rien compris. À Machias, ça prenait 5 heures pour se rendre. Nous avions loué une maison, mon père, Robert, Laurier et moi. Une fois, j'avais même apporté ma guitare acoustique. J'habitais en haut sur un fond. Le plafond était en diagonale. Robert et Laurier écoutaient Uncle Cracker Drift Away en fumant dans la cuisine et avec Kid Rock et Sheryl Crow avec la chanson Picture. Maman disait que c'était sa chanson à Robert. Laurier s'appelait Robert le Peace. Ça sentait la cigarette. Sur ce chantier, il n'y avait pas de tape. Il fallait que je reste debout à rien faire pendant de longues heures. À la radio, j'avais entendu Headley, Never Too Late. Les paroles disaient Don't settle for the cold and rain, it's not too late to start again. Find a way to smile and never let it get away. Yeah, yeah. Alors, je m'imaginais qu'il n'était pas trop tard pour changer de job et recommencer ma vie. Parce que quand j'étais helper à mon père, des fois, il me faisait juste tenir des affaires, puis le restant du temps, juste rester là, à rien faire. Il y avait un mini-pot à Saint-Georges, je suis allé avec la gang. Le dernier trou était une super grosse côte à pic, et on gagnait une partie gratuite si on avait un trou d'un coup. Aussi, le gagnant de la partie avait une partie gratuite. Marjorie s'est mariée avec Étienne et il habitait à Saint-Côme. J'avais été les visiter et Marjorie ne jouait plus de guitare. Il semblait avoir cessé toute pratique artistique. Nous avions écouté le film Zorro 2 avec Catherine Zeta-Jones. Marjorie disait que ce film était focusé sur des chicanes de couple. Il habitait dans une maison à moitié pas chauffée. Quand Étienne a demandé à Marjorie pour le marier, elle a dit de quoi comme « Bah ouais, pourquoi pas ?» Mais la relation avait l'air d'être plus une relation de petit frère, grande sœur. Martin Lessard nous avait montré des photos de sa moto en Afrique. Il était reparti assez vite au Yukon. Avec les témoins, on avait été monter une montagne à Saint-Truc machin. On se promenait dans les trails, montait à pic et puis tout. Rendu en bas, il lançait la neige en courant parce que ça faisait longtemps qu'il n'en avait pas vu.
Le pic de la montagne, c'était sur une espèce de grosse roche. Puis pour redescendre, bah, il y avait différentes trails. J'avais pris la trail du champ plus que la trail qui était battue. Il était revenu de la maison, il était revenu de sa mission en Afrique avec un accent africain. Je me souviens qu'il avait fait un discours sur les différentes sortes d'amour, Eros, Agapé et Philia. Quand j'étais dans le parking de la Banque Royale à Saint-Georges et que je comptais mon argent tout seul dans l'auto, il y a quelqu'un qui a sauté dans ma vitre en gueulant quasiment comme un zombie. Ne compte jamais ton argent, l'a vu comme ça. Je m'étais dit qu'il avait overreacté, mais bon. C'était aussi que j'avais travaillé près de Boston et j'avais été payé cash, une grosse enveloppe d'argent. J'avais pas travaillé dur non plus pour la gagner et j'en avais profité pour aller à Boston. Dans Boston, dans la ville de Boston. Euh, dans les tunnels, puis avec les... Je voyais les parcs et puis tout. Papa me disait que je ne connaissais pas la valeur de l'argent. Robert me disait de compter mon argent avant de l'accepter à la banque, au cas où il y aurait fait une erreur. Quand Martin a déménagé à Montréal, il m'a dit qu'il a fait une poignée de mini-peines d'amour à cause des filles à Saint-Georges. Martin, qui était venu jouer au Doolies avec nous, disait que ce jeu faisait plusieurs allusions sexuelles. Il y avait des boules, des poches et une baguette. Euh, Martin a déménagé à Montréal parce qu'il fréquentait Mélanie Racine, et puis ils se sont mariés. À Hampton Beach, mon père sortait le soir sur la plage et il disait aimer voir les bands qui y jouaient. Et il y avait des feux d'artifice. Mais moi, j'étais trop fatigué après ma journée et je ne sortais pas. Un jour, maman est venue et il y avait un concert de Bryan Adams qu'on a été voir dans une salle de spectacle près de la plage. J'en garde de bons souvenirs. Une fois, Sonia Jeunesse était venue travailler avec nous. C'est qu'elle cherchait à avoir ses papiers et elle me demandait de lui faire des traductions. Mais je ne comprenais pas non plus le langage parce que c'était un langage de bureaucratie pour les documents. Je lui avais demandé elle a quel âge, elle m'avait dit qu'elle ne savait pas. Nous avions visité un peu son appartement dans le Maine. Elle s'était fait un chum qui était un barman américain. Il a eu un enfant avec lui. L'enfant s'appelait Megan. Puis elle dormait dans son char, des fois. Une fois, à une job, Robert, avec des strips en plastique, avait fabriqué un panier. Comme plusieurs paniers en osier. Mon père me disait, t'es chanceux, tu ne manqueras jamais d'ouvrage. Dans sa tête, il m'avait sauvé du pire, mais je ne voyais pas quoi il parlait sans l'avoir vécu. C'est parce que il faisait des... c'est dur à dire, mais il y avait comme des espèces de languettes de plastique qu'il fallait enlever, puis c'est ce qui restait, c'est avec ça que le panier en osier a été fait. On avait une table où ce qu'on installait, qu'on faisait, fallait isoler dans le stud. Il y avait un stud puis une track qu'il fallait embarquer un par-dessus l'autre, puis on mettait de l'isolation par-dessus. Puis ça, c'était c'était le contour des fenêtres. C'est ça. Fait qu'il fallait en faire plusieurs en ligne. Puis il fallait les visser, évidemment. Euh, je voulais travailler piecework, chose que j'ai fait. Je travaillais avec mon père et je me suis aperçu que mon père allait moins vite que moi sur le tape. Je me disais qu'il se pognait le bain et je lui avais fait remarquer qu'il prenait son temps. Lui avait des gants blancs, des gants blancs, puis il était fier qu'il se salissait pas. Mais quand je lui disais qu'il allait pas assez vite, il me disait prends ça à l'heure, mon gars, prends ça à l'heure, pas à cœur. Mais il faisait des plus gros salaires que moi. Pour moi, je voulais faire du piecework parce que j'avais envie de voir jusqu'où je pouvais aller. Mais je voulais être vite et travailler de mon mieux. C'est ce que je voulais.